Bonjour à tous. Voici quelques conseils pour réussir votre entretien pour les personnes qui ont demandé à être naturalisées, donc le rendez-vous d'entretien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez éventuellement une date qui vous est envoyée par la préfecture si les enquêtes qui ont eu lieu préliminaires se sont bien passées, hein. Si vous recevez le papier, ça veut dire que, entre guillemets, ça s'est bien passé, les enquêtes préliminaires qui prennent du temps. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est long. J'ai pas la prétention d'être exhaustif, d'accord? Moi, je vous restitue un mélange de mon expérience personnelle parce que je suis en couple avec une personne de nationalité étrangère depuis un certain nombre d'années. C'est des ennuis, comme dans n'importe quel couple, mais des ennuis un petit peu plus thématiques, on va dire. Et il se trouve que j'ai vendu une de mes places de parking à une personne qui est très engagée au niveau associatif et qui connaît très très bien ce sujet et qui avait plein de conseils qui aide les gens à se préparer d'ailleurs dans le milieu associatif et volontaire, je crois caritatif. Je vais pas vous donner son identité parce que j'ai pas son autorisation. J'avais pas prévu de faire cette vidéo. Moi, je l'ai appelé pour ma compagne, pour prendre quelques. D'ailleurs, entre guillemets, les mecs, ma compagne était pas très très chaude pour que je passe le coup de fil. Je l'ai quand même fait parce qu'il y avait quelque chose qui me disait que je devais le faire. Et puis bon, en fait, je suis concerné. En fait, ça me cause énormément de problèmes à moi aussi, pas aussi important que pour elle, mais ça me concerne aussi. Donc j'ai aussi mon mot à dire pour prendre quand même des petites décisions sur des choses parallèles. Donc je vous disais, cette personne, il se trouve que je vais pas traiter le sujet de manière exhaustive, mais j'ai rencontré une personne qui est spécialisée. Je ne serai pas exhaustif, hein, donc à voir cette vidéo en complément d'autres vidéos. Et en plus, c'est une vidéo, là, moi, ce que je vais dire, c'est très spécifique du 34, de l'Occitanie. À 34, c'est l'Hérault. Enfin bon, Montpellier, quoi, hein, préfecture Montpellier. Déjà, première chose, conseil, le livret du citoyen, il faut le connaître vraiment sur le bout des doigts. Il faut le connaître à fond pendant l'entretien. Généralement, c'est une personne, voire deux. Mais en fait, comme eux aussi, en fait, les examinateurs, ils se font probablement essorer au niveau du travail. Ils sont en général plutôt un pour faire passer un maximum de personnes. Mais ça peut arriver qu'il soit deux. À sa connaissance, jamais plus de deux. Par contre, il faut psychologiquement partir du principe que par défaut, ce seront des personnes désagréables, hostiles. Pire que ça, ce sont des personnes dans une démarche de tentative de vous déstabiliser, qui vont essayer de vous déstabiliser. D'ailleurs, à propos du livret du citoyen, quand on vous dit qu'il faut le connaître par cœur, il faut bien comprendre aussi ce que ça veut dire, c'est que s'il y a une partie du livret du citoyen où vous semblez plus faible, ces personnes, elles vont s'engouffrer dans la brèche et elles vont vous bombarder de questions si vous commencez à bafouiller sur un sujet ou à montrer des signes de faiblesse. Et bien, c'est là qu'ils vont appuyer, qu'ils vont vous bombarder de questions. D'ailleurs, technique que mon contact il m'a dit justement, pour inverser la vapeur et pour essayer d'être moins dans... Il m'a dit vraiment, il faut préparer chaque personne qui va passer son entretien, la personne qui est en face d'eux, l'examinateur ou le désexaminateur, sont vraiment dans une position de rapport de force, de dominance. Et il a dit, la plupart des examinateurs, je pense pas, mais il m'a dit, je pense qu'il y en a même certains, ils prennent même un certain malin plaisir à essayer de prendre en défaut les gens, et avec quand même une certaine degré d'hypocrisie, puisqu'il y a certaines questions, probablement que eux-mêmes, les examinateurs, ne connaissent pas les réponses, ou ne connaissaient pas les réponses à la base. Et il y a bien des questions, pose-les à un Français de souche, pour ce que ça peut vouloir dire. Je suis sûr et certain qu'il ne sait pas répondre. Bon. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc conseil. Comme je t'ai dit, ils sont vraiment... attends-toi à des gens qui vont essayer de te déstabiliser, hostiles, dans un rapport de dominance. L'entretien, il a une durée, je sais pas. Je crois que c'est 1 heure, mais il a une durée. Et il m'a dit, le conseil qu'il m'a dit, que je te retranscris, c'est que pour casser ça, quand il y a des questions qu'on va te poser où tu es à l'aise, ne te contente pas de répondre bien. Tu vas couper l'herbe sous le pied, c'est ça l'expression qu'il a utilisée. Balance la sauce. Par exemple, si on te demande de parler, on t'interroge sur, je sais pas, une œuvre ou un genre d'œuvre, que ce soit littéraire, musical ou autre, c'est un exemple, hein. Réponse que tu dois répondre, la quantité qui est demandée, mais en plus tu rajoutes derrière, de manière à ce que le ou les personnes ne puissent pas récupérer la parole
Tu vois, tu continues la glissade, tu balances, tu balances, tu balances. Parce qu'on ne veut pas que tu ressortes de l'entretien avec des connaissances que tu avais et que t'aurais permis de gagner du temps et puis de montrer que tu es à l'aise. Et voilà, ça permet un petit peu d'inverser la situation que je t'expliquais. Si jamais ils détectent une faille, ils vont s'engouffrer dedans. Donc en amont, quand il y a des questions où tu es à l'aise, où tu peux peut-être, comment dire, débobiner à fond, dérouler à fond, peut-être même pour faire des connexions, vas-y. Si tu connais des auteurs, si tu connais des anecdotes historiques sur des auteurs classiques, ou des auteurs en particulier sur lesquels ils utilisent. Moi, j'ai pris l'exemple des auteurs, mais c'est un exemple, hein. Il n'y a pas que pour les auteurs. Cette stratégie d'envoyer la sauce plus que nécessaire pour gagner du temps et pour montrer que tu es à l'aise, et puis pour masquer éventuellement d'autres questions sur lesquelles tu serais moins à l'aise, mais en gagnant du temps. Alors bien sûr, il faut que tu connaisses le nom du préfet, par cœur, hein, le nom du maire de la ville. Là, on parle de Montpellier, hein, précisément. Peut-être aussi ta ville à toi, si c'est pas Montpellier. Je crois le nom de ton député, ou peut-être même le nom de plusieurs députés qui te concernent. Je sais pas si tu as de la belle famille ailleurs en France. Nom des préfets, pareil, nom de maire de la ville, nom des députés. Désolé pour les bruits de bébé éventuels en arrière-plan. Alors, il me disait que, bon, ça c'est un peu secondaire, il me disait que quand il y a un refus, suite à un entretien, la préfecture envoie un courrier qui est motivé, c'est-à-dire qu'il y a les motifs de refus dedans. Donc, c'est ce qui me dit, en fait, les conseils que je suis en train de te donner, les conseils que je suis en train de te faire passer de cette personne, eh bien, c'est sur la base de ces motifs de refus. Parce que quand c'est un succès, quand il n'y a pas de refus, il n'y a pas de courrier pour expliquer pourquoi ça s'est bien passé. Il n'y a que des courriers de retour de la préfecture quand il y a un refus. Il faut très bien connaître aussi la séparation des pouvoirs, hein, donc pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. Il faut très bien connaître aussi le Parlement. Hein. Je le rappelle, le Parlement, c'est 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il faut bien maîtriser aussi les différences des élections. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Comment sont-ils élus? La notion de grands électeurs. À pas confondre avec les grands électeurs aux États-Unis. Il faut bien maîtriser cette différence. Parce que dans les médias français, vous me direz si vous êtes d'accord, mais on entend plus souvent parler de grands électeurs quand il s'agit des élections aux États-Unis que quand il s'agit des élections qui concernent le Parlement en France. Et donc, il y a aussi l'élection des sénateurs, donc le Sénat. C'est pas la même chose que les élections pour les députés, il faut bien maîtriser. Également, il faut bien maîtriser les hauteurs, les grands sommets d'Europe, de France, mais d'Europe également. Il faut bien maîtriser ça. Les œuvres culturelles, artistiques qui concernent... de toute façon, apparemment, elles sont indiquées dans le livret du citoyen. Il faut bien les maîtriser. Il faut être incollable là-dessus. Cette personne m'a conseillé en particulier de maîtriser les auteurs suivants: Simone Weil, Gisèle Halimi, Joséphine Baker, Alain Mimoun. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être Robert Terry Théo, mais ça c'est moi. C'est un sportif, un planchivéliste, parce qu'il a des connexions avec la Nouvelle-Calédonie. Mais alors, il me parlait de Simone Weil, Gisèle Halimi, Joséphine Baker, Alain Mimoun, parce que ce sont des auteurs très connus, très célèbres en France, qui ont participé énormément au rayonnement culturel et à la puissance intellectuelle française, qui sont eux-mêmes étrangers. Je pense aussi à Marie Curie, notamment, mais pas que. Bien maîtriser ce genre de profil, et comme je vous ai dit, donc bien les maîtriser pour pouvoir les balancer. Robert Terry Théo, c'est peut-être un exemple un peu plus secondaire parce que la Nouvelle-Calédonie était déjà française à l'époque, je ne sais pas. Ça c'est moi qui ai pensé à ça, ça m'est venu comme ça. Donc encore une fois, n'hésitez pas à citer des auteurs supplémentaires en supplément de ce qu'on vous a demandé. Si on vous a demandé des 3 exemples, vous en donnez 10, même plus si on vous arrête pas. Voilà, préparez-vous, c'est un rapport plutôt humiliant. Préparez-vous psychologiquement à ne pas vous laisser déstabiliser. Parce que vous comprenez bien que c'est pas le moment, quoi. Je ne sais pas quel est votre pays à vous, là. Votre compagne ou votre compagnon, ou vous-même, si vous êtes en train de regarder la vidéo. Vous êtes étranger, donc vous demandez une naturalisation. Je ne sais pas quel est votre pays d'origine.
entre guillemets, et il m'a recommandé ce contact, de maîtriser aussi des auteurs ou des artistes très connus de votre pays. Alors si c'est, enfin de pays, notamment de votre pays avec des liens avec la France, cherchez bien là-dessus, il faut pas les louper. Et puis surtout, si vous faites partie d'un pays qui est un ancien membre d'un empire, eh bien peut-être maîtriser également les auteurs de ce qui reste de cet empire. Par exemple, ça peut être la Russie, ça peut être l'Empire français, ça peut être l'Empire chinois, ça peut être l'Empire japonais, avec des... Parce qu'en France, on a quand même une connaissance de la culture classique, même à l'étranger, pour ce qui est des très très grands auteurs. Par exemple, en France, à l'examen d'entretien, c'est important, si vous venez d'un pays ex-membre de l'URSS, quand même de connaître, enfin en France, ça parlera au juré Tolstoï et Dostoïevski, je crois que c'est ça. Peut-être Rachmaninov. Rachmaninov, il est de quelle origine? Oui, il était russe, hein, Rachmaninov. Et cherchez également dans votre pays d'origine des hommes politiques, passés, présents, ou des personnages historiques qui avaient une grosse dimension, une grosse connexion avec la France. Par exemple, il y a certains pays étrangers dont le président est un Français qui a, dans certains cas, renoncé à la nationalité française, mais ça n'empêche pas que c'est très important, surtout dans ce genre de situation. Encore une fois, préparez-vous à être attaqué, ce qu'on essaie de vous déstabiliser, ne vous laissez pas déstabiliser. Les temps entre la demande de naturalisation et l'obtention du rendez-vous, ou même la réponse qui vous donne la date du rendez-vous, c'est entre 2 et 3 ans, et ça c'était même avant le Covid. Faites attention aussi à ce que vous avez marqué sur les réseaux sociaux, même dans les conversations privées. Quand on vous parle d'enquête, si on vous contacte pour vous donner un rendez-vous, c'est qu'il y a eu des enquêtes longues. Comme je vous dis, on parle de 2-3 ans, hein. On est à l'échelle de l'année. Enquête dans les entreprises, enquête de proximité. Si vous avez, peut-être intéressez-vous à ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux publiquement. Peut-être il vaut mieux préparer. Si vous avez dit des choses que, même si pas du tout, on vous posera aucune question dessus, c'est peut-être mieux d'être préparé. Est-ce que vous avez dit des choses un peu stupides ou préparées, ou pas stupides, mais qui pourraient être utilisées pour essayer de vous déstabiliser, anticiper. Et attention, hein, sur les réseaux sociaux, les messageries là sont pas du tout sécurisées. Partez du principe que les jurys là, ils auront accès à des conversations privées sur Facebook, sur WhatsApp. Je connais des personnes, ça s'est mal passé parce que ils ne pensaient pas que, en arrivant au jury, les personnes allaient lui demander alors tu peux nous expliquer ces conversations? Et petite magouille en messagerie privée, à expliquer le jour J, t'as intérêt à avoir préparé ton coup, quoi. Conseil, arrivez en avance à l'entretien. Arrivez en avance à l'entretien, et surtout, conseil bonus que m'a donné cette personne, venez avec un livre, par exemple, Romain Gary. Pourquoi Romain Gary? Si vous comprenez pas pourquoi Romain Gary, faites des recherches sur Romain Gary, parce que c'est un auteur que vous devriez connaître. En tout cas, venez avec un livre. Attention, un livre que vous maîtrisez, hein, que vous avez vraiment commencé à lire sérieusement, hein, que vous pourrez lire en attendant la salle d'attente, par exemple, de l'entretien. Venez avec un livre avec un titre évident. Bon, généralement, les couvertures sont faites pour que le titre soit évident. Et puis, vous le poserez sur la table lors de l'entretien. Vous ne le planquerez pas au fond de votre sac, puisque le but, c'est de montrer, voire même de générer une conversation sur le sujet. C'est un peu évident que je développe pas, mais je pense que c'est évident que vous venez avec un élément de littérature artistique, un auteur en particulier qui montre le rayonnement culturel français et ses connexions avec l'étranger. Voilà, donc je vous ai dit, il faut être très très au point sur le livret, ça bombarde de questions. Il faut bien connaître les questions de droit public. Alors, question piège, un exemple de question piège qui lui est revenu en mémoire. Quelle est l'origine de la Marseillaise? Encore une fois, je pense que tu demandes à plein de Français, même des Français de souche, hein, quelle est l'origine de la Marseillaise? À moins d'avoir vu un épisode récent d'un YouTuber sur la question, il y a moins d'un mois, je pense que ça va grincer, hein, ça va coincer. Ah oui, petite question, petit commentaire bonus, des travailleurs étrangers, il y en a plein à Toulon, il y en a plein à Brest. Ce qui veut, et Toulon et Brest, l'économie est énormément mélangée avec les armées françaises, les militaires.
Ça c'est moi qui le dis, hein. Petite précision, cherchez bien dans la famille de votre compagnon ou de votre compagne français, puisque j'imagine que vous l'avez déjà fait pour la vôtre, hein, évidemment. Cherchez bien dans votre belle famille, entre guillemets, est-ce qu'il n'y a pas des officiers militaires, notamment des officiers, parce que bon, niveau service de la nation, sacrifice pour la nation, montrez que vous en tirez une gloire à être attaché à cette famille, à construire quelque chose dans cette famille, et dites que c'est important pour vous de le mentionner, hein, et demandez à ces personnes, parce que les militaires sont pas toujours les plus loquaces, les personnes les plus loquaces, et des fois ils ont en fait des titres honorifiques, des médailles par exemple. Je pense notamment, renseignez-vous, est-ce que dans votre belle famille, il n'y a pas un militaire qui a, par exemple, hein, la médaille de l'Ordre national du mérite, et en plus, la médaille de l'Ordre national du mérite, je crois que c'est De Gaulle, et que vous êtes censé le savoir, ça a été créé par De Gaulle, il me semble. Oui. Il y a aussi les médaillés de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Il y a différents grades d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant je crois qu'il y en a 3 ou 4. Le plus bas, je crois que c'est chevalier de la Légion d'honneur. Le plus haut, je crois que c'est grand croix. Et il faut savoir que la Légion d'honneur, ça a été créé par Napoléon Bonaparte. Vous voyez, là, je vous donne des pistes pour couper l'herbe sous le pied et puis pour dérouler. Au fait, dans ma belle famille, il y a un pilote d'avion de chasse décoré qui est chevalier de la Légion d'honneur, créé par, comme vous le savez, on parle quand même d'une médaille créée par un titre honorifique créé par Napoléon Bonaparte en telle année. Ça, faut le maîtriser, par exemple. Et puis là, vous avez la parole. Ça va peut-être pas durer très longtemps, mais vous avez la parole et vous déboulez, quoi. Attention, vous devez respecter l'anonymisation des militaires, par contre, hein. Surtout ces dernières années, vous devez en parler avec fierté, mais protéger leur identité. Je change de sujet, mais parmi les auteurs à connaître, je suppose que c'est déjà mentionné dans le livret. J'ai jamais ouvert le livret, moi. Il y a Louis-Ferdinand Céline, hein, un auteur à connaître, parce que notamment, je crois que c'est un des auteurs qui est connu pour avoir un des plus grands écrivains français en lien, je crois, lui, c'est en lien avec son style, et en lien aussi avec les problèmes d'antisémitisme qui sont liés à Louis-Ferdinand Céline, un sujet à bien maîtriser. Si vous êtes une femme, conseil que m'a donné ce contact, il m'a dit, si vous êtes une femme et vous demandez la naturalisation, quand est-ce que la France a donné le droit de vote aux femmes et qui l'a donné? Donc c'est De Gaulle et je crois que c'est en 44. Avec un premier vote concret en 45, je crois. Et petit élément de contextualisation, par exemple, sachez que la France a donné le droit de vote en femmes après la Turquie. Donc c'est important quand même, puisque c'est peut-être un peu contre-intuitif historiquement, et puis dans le contexte actuel, les relations entre la Turquie et la France font que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui voient pas tellement la Turquie comme un État très moderne et très tourné sur le progressisme. Et l'état de l'immobilier révélé par ce terrible accident, ce terrible séisme le confirme. Mais voyez que la Turquie a donné le droit de vote aux femmes avant la France. Donc, à savoir, notamment pour pas vous faire prendre à contre-pied par les examinateurs. Le CNR, vous savez ce que c'est? Le CNR. Sinon, il va falloir réviser. Normalement, vous savez ce que c'est, mais il faut bien maîtriser. Je ne vais pas vous dire ce que c'est exprès pour que vous alliez faire la recherche. Je vous mettrai des refs dans la description de la vidéo qui vous permettront de faire des recherches, de faciliter les recherches sur quelques-uns des éléments que j'ai dit. À titre personnel, ça c'est moi qui le dis, je ne sais pas si c'est vrai. Je vous recommande de regarder la série Portrait sur la chaîne YouTube Blast. Alors, c'est Blast et Gauche Radicale. Donc oui, il faut faire attention à ne pas vous faire influencer, parce que là surtout vous allez... c'est pas le moment de faire croire que vous êtes un gauchiste révolutionnaire. Non, mais la série Portrait avec Host Politique et Usul, en fait, elle est très intéressante, je trouve, parce que c'est une émission moderne, agréable, avec énormément d'éléments historiques. Notamment, je vous recommande l'épisode sur Chaban-Delmas.
avec les connexions que ça a avec De Gaulle. Comme De Gaulle, c'est un personnage historique extrêmement important à connaître, notamment parce qu'il marque la limite entre la 4e et la 5e République, que vous êtes censé savoir la différence entre la 4e et la 5e République. Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes censé le savoir, ça, hein, je suppose que c'est dans le livret. Moi, je vous recommande de regarder tous les épisodes de la série des portraits. En priorité, Chaban-Delmas, l'épisode sur Chaban-Delmas. Moi, je vous recommande aussi de regarder l'hommage d'André Malraux à Jean Moulin, Entre ici, du 19 décembre 1964. Je vous le mets dans la description sous la vidéo. Pourquoi? Parce que quand même pour des Français de souche comme moi, c'est quand même une connexion avec le passé, avec un contexte très très fort. Et dans cette vidéo, outre les mots de Malraux, qui est un auteur à connaître impérativement, outre le fait qu'il parle de Jean Moulin, quasiment plus important que le général de Gaulle d'une certaine manière, mais dans la vidéo, on voit André Malraux, on voit de Gaulle, il y a tout un contexte. Je trouve que c'est une bonne vidéo pour réviser. Et puis on entend les mots d'André Malraux, c'est important de connaître, de comprendre ce qu'il dit un petit peu les métaphores, à quoi il fait référence. Et d'ailleurs, dans la série de portraits, vous aurez un épisode là sur Blast, là, avec Usul et Ostpolitik. Vous avez plein d'épisodes, certains plus récents, mais des fois, dans un épisode récent, vous avez une connexion avec un épisode historique qui pourrait vous être utile. Vous avez un épisode sur Henri Drouet. Alors, les Français de souche, qui est Henri Drouet? Henri Drouet, c'est l'abbé Pierre. Et bien, donc, je vous disais, CNR. Conseil national de la résistance, Henri Drouet, Abbé Pierre, il y a des liens forts. Voilà, j'espère que ça vous aidera. C'est vraiment un partage, parce que je voulais pas oublier ça, dans un bout de papier qui va finir je sais pas où. Si moi demain il devait m'arriver quelque chose, je voudrais qu'il y ait une vidéo qui rappelle ces éléments, parce que c'est vraiment compliqué pour les étrangers, les travailleurs d'obtenir des titres de séjour, et la naturalisation c'est très compliqué à avoir. C'est enfin une perspective de respirer pendant plus longtemps. Il y a beaucoup de Français de souche qui pensent que les travailleurs étrangers sont là pour profiter des aides sans travailler, alors qu'en fait, la réalité, c'est exactement l'opposé. C'est les préfets qui retirent les titres de séjour pour des motifs... D'ailleurs, nous, on a fait casser une décision de préfet par un tribunal administratif, ce qui est un indice supplémentaire que, effectivement, le préfet, il prend des décisions. J'ai l'impression qu'il a une surcharge de travail, déjà, le préfet. Tu m'expliqueras comment il peut prendre une décision en quelques minutes sur une personne qu'il va jamais rencontrer, sur la base de papier, sur la base de diplôme d'université qu'il connaît pas. Bon. Et donc, en fait, c'est le préfet qui fait tomber les titres de séjour. Et une fois que les personnes n'ont pas de titre de séjour, elles peuvent pas travailler, donc elles se retrouvent coincées en France et elles peuvent pas travailler. Donc oui, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Hein. C'est pas les travailleurs étrangers qui veulent pas travailler. C'est plutôt les préfectures qui les embêtent. Bon, ceci dit, il faut quand même examiner les dossiers des gens parce qu'il y a des gens dangereux dans l'eau quand même. Voilà, bon courage. Et c'est pas exhaustif, hein, donc allez voir les épisodes d'autres personnes et d'autres préfectures. Hein. Il se peut que j'ai, bon gré mal gré, très spécialisé ma vidéo sur Montpellier.